Vous êtes sur RTL. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Avec Amandine Bégaud. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France. Nouvelle année, mais on ne change pas les bonnes habitudes. Comme chaque semaine, on va débriefer l'actualité de la semaine avec les correspondants de la presse étrangère. Ils traquent nos petites manies et donnent leur point de vue sur les débats qui nous animent. Avec nous ce soir, Louise Eklund, British freelance journalist. Paolo Levi, Agenzia ANSA. Birgit Holzer, ich bin deutsche Journalistin. Buenas tardes, Juan José Dorado, periodista espagnol. Bonsoir à tous les quatre. Très belle année à vous et merci d'être là pour ce nouveau numéro d'Ils refont la France. Au programme cette semaine, Emmanuel Macron qui a très envie d'emmerder les non-vaccinés et il assume, il l'a dit aujourd'hui, alors choquant ou pas, ce qui est sûr, c'est que la formule a fait le tour du monde, plus ou moins bien traduite. D'ailleurs, dans Ils refont la France, on évoquera aussi cette passe d'armes autour du pass vaccinal, la sortie du nouveau livre de Michel Houellebecq et puis l'épiphanie, oui, c'était hier. Vous nous direz notamment si la galette des rois est vraiment une spécificité française. Comme chaque semaine, l'idée qu'on pourrait leur piquer, coup de projecteur sur une initiative à l'étranger, qu'on pourrait ou pas d'ailleurs dupliquer ici en France. Cette semaine, pédaler en mangeant des hamburgers. Bon, c'est pas mal quand on cherche à faire des bonnes résolutions, on verra ça. Voilà le programme. Ils refont la France, épisode 20, c'est parti. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Et pour commencer donc, 8 lettres. Le mot La palabra de la semana. de la semaine. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? À emmerder les non-vaccinés. Les emmerder. Les emmerder. Emmerder, 8 lettres qui ont fait le tour du monde, la preuve. A strong statement from Emmanuel Macron. He wants to piss off the unvaccinated. Italian paper Il Tempo asks if Macron has lost his mind. En Francia, su presidente ha endurecido el tono al hablar de quienes no quieren vacunarse. Va a seguir presionándolos para que se vacunen y tiene, dice, ganas de fastidiarles. Voilà, quelques extraits de ce qu'on a pu entendre à la télé ou à la radio chez nos voisins européens. Alors, on va parler de la traduction dans un instant de ce verbe emmerder, mais d'abord, ça a choqué dans vos pays cette formule du président Macron, Louise? Non, ça n'a pas choqué du tout. On s'est dit que c'est un Français et donc si vous n'êtes pas d'accord avec lui, bah, il vous emmerde. C'est comme ça que les Anglais voient les Français? Voilà, on voit les Français comme ça. C'est-à-dire qu'il a du caractère et voilà, c'est un révolutionnaire. C'est Macron. Birgit, en Allemagne, on en a beaucoup parlé? On en a beaucoup parlé, oui. Ça a pu choquer un petit peu, mais on se souvient tout de suite aussi de novembre 2019, quand il a dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Donc on connaît un peu cette manière de vraiment coup de poing qui tranche un peu avec ses discours où il cite Victor Hugo. En Allemagne, on ne fait pas ça. Je ne peux pas imaginer... Angela Merkel n'est plus chancelière, mais je ne peux vraiment pas imaginer dire ce genre de... ou s'exprimer de cette manière-là, ni le chancelier actuel, ni les autres. Donc c'est quand même effectivement peut-être une façon un peu française de taper sur la table. Juan José, chez vous aussi en Espagne, les politiques ne parlent pas comme ça? Non, les politiques ne parlent pas comme ça. Vous avez du mal à voir Angela Merkel, j'aurais eu du mal à voir Felipe González ou encore Mariano Rajoy parler de cette façon. Et ça a choqué en Espagne. Et la preuve, c'est qu'on en a parlé. Donc effectivement, en plus, le président français est coutumier de ce type de phrase. Je traverse la rue et je trouve un boulot. Qu'on vient me chercher lors de l'affaire Benalla. Les Gaulois réfractaires. Mais il n'y a pas que lui, puisque vous avez eu aussi François Hollande avec les Sandons, le Karcher de Sarkozy. En fait, ça doit être une spécificité française et des présidents français. Puisque ailleurs, c'est vrai qu'on n'utilise pas ce type de langage. Bon, Paolo, en Italie, ça n'a pas choqué quand même, si? Bah écoutez, non, pas trop. Nous, on a eu pendant des années Silvio Berlusconi qui, quelque part, a ouvert les vannes d'un langage beaucoup plus populaire, y compris en politique. Vraiment, il y a un avant et un après Berlusconi. Avant, les politiciens parlaient tout un langage très policé. Et ensuite, après ces 20 années-là, ça s'est complètement perdu. Il y a eu une arrivée en force d'un langage crasse, très populaire, etc. Et maintenant, à nouveau, il y a une redécouverte d'une langue un peu plus soutenue et respectueuse. La chose qui choque, ou en tout cas un peu bizarre d'Emmanuel Macron, c'est que cet homme
parfois, il nous éblouit avec des pépites de la langue française extraordinaires. Moi-même, qui connais un peu le français, parfois, je dois aller regarder dans le vocabulaire italien-français pour comprendre ce qu'il dit, tellement c'est soutenu dans le dictionnaire. Je pense par exemple à quand il avait sorti ce terme croquignolesque qui m'avait beaucoup amusé. Et la langue française est une langue qui est richissime, c'est vraiment un patrimoine français et européen. Donc c'est dommage, à mon sens, de recourir à ce genre de langage, parce que quand on a autant de synonymes dans le Larousse ou dans le Robert, il aurait pu dire par exemple « j'ai envie d'enquiquiner les Français ». Je me suis amusé à regarder les synonymes, il y en a certains magnifiques, donc franchement, c'était pas le top. Mais est-ce que ce n'est pas stratégique, dans le sens où ça nous permet, hommes et femmes de la rue, d'en bas, ou je sais pas, de citoyens lambda, est-ce que ça nous permet pas de nous rapprocher de lui, ou lui de se rapprocher d'eux, plutôt. Oui, mais de se rapprocher de quelqu'un qui est banquier et qui a une image pour certains d'un peu huppé, avec un langage soutenu, etc. Peut-être c'était calculé, forcément, Juan José. Parler comme ça, c'est oublier que tu es le président de la République. Et que vous voyez tous les présidents français, quand ils arrivent à la présidence, ils vous disent « Je ne suis pas l'homme d'un parti, je suis le président de tous les Français, sauf de ceux qu'on souhaite emmerder ». C'est clair. Donc en fait, il oublie quelque part qu'il était le président de tous. Peut-être que c'est stratégique parce qu'on est en élection. Peut-être effectivement que c'est plutôt l'homme politique ou le candidat qui a parlé plus que le président. Mais moi j'ai une réflexion parce que j'écoutais Paolo et il mettait à égalité le langage trash et le langage populaire. Pourquoi tu fais ça ? Pas du tout pareil, le langage trash. Je me suis trompé. On peut parler parfois un peu, mais le langage populaire n'est pas la même chose. Non, je suis complètement d'accord. Ça a été une erreur d'expression de ma part cette fois-ci. Et en tout cas, oui, le rôle d'un président devrait être d'élever une population et non pas de la fesser. Il ne devrait pas dire ça. Voilà. C'est ça. Il n'aurait pas dû dire ça. Oui, il ne devrait pas dire ça. Vous avez raison, Juan José. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cette histoire, ça a été un sacré casse-tête pour vous, journalistes étrangers. Pas facile de traduire emmerdé. Birgit, vous m'avez dit, il a fallu que j'écrive. Et vous avez fait quoi ? Oui, déjà, j'écris pas très souvent dans mes articles merde, par exemple, ce mot. Du coup, d'abord, on a écrit plutôt énervé. Après, si on avait été resté avec énervé, on n'aurait pas compris la polémique. Du coup, il fallait aller plus loin. Donc, on a plutôt écrit. Parce que emmerder, ça n'existe pas en allemand ? Ça existe plus ou moins. C'est plutôt casser les couilles, je dirais, ou c'est plus fort, mettre dans la merde, effectivement. Ouais. Mais donc, du coup, déjà, le fait de devoir expliquer ce que ça veut dire, ça a déjà pris plusieurs lignes. Louise, en anglais, on a entendu là tout à l'heure dans l'extrait. Oui, pissed off. Pissed off. Alors, ça veut dire emmerder, c'est du pipi. Oui. Hein, donc, du coup, c'est le même registre. C'est le même registre. On est même sur le même langage, même pissed off. C'est l'image de pisser, tout simplement. Mais on est passé par plein de choses différentes. The Guardian, j'ai noté, il disait, il voulait mettre les noms vaccinés in the shit, dans la merde, comme tu disais, Birgit. The Washington Post, c'était plutôt les enquiquiner, casser les pieds. Et c'est vrai qu'hier soir, j'étais au téléphone avec mes parents et j'ai essayé d'expliquer cette histoire et j'étais là, mais j'ai pas le terme, je ne sais pas comment le dire. Et pissed off, ça me semble le plus juste. Parce que c'est vrai qu'il faut trouver la justesse. Casser les pieds, c'est un peu trop léger. Fuck quelqu'un, c'est beaucoup plus fort. Alors que pissed off, ça me semble juste. En espagnol ? Bon, en espagnol, vous avez passé un extrait où le collègue a préféré dire le mot fastidiar que le mot doux. Mais qui ne va pas peut-être aussi loin que le mot emmerdé. Alors, ça a été tout un débat en Espagne, donc pas mal de médias ont décidé d'utiliser le mot joder, ce qui veut dire fuck en anglais, et c'est le mot qui a été le plus utilisé par la presse espagnole, mais c'est aussi parce que ce mot-là est très utilisé dans le langage habituel quand on parle couramment avec des amis, etc. Donc, effectivement, c'est plutôt ce terme-là, mais ça a été tout un débat. En Italie, c'était
c'était compliqué à traduire ou... Écoutez, moi j'ai eu la chance d'être en vacances pendant cette période-là, donc j'ai pas eu à avoir ce casse-tête. Ceci dit, j'ai regardé, j'ai lu les journaux. Et alors, nous, on a la chance, les Français et les Italiens, et les Espagnols d'ailleurs aussi, d'avoir une langue qui a une racine commune. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Italiens? Les journalistes, mes confrères, ils n'ont pas eu envie de mettre l'équivalent vulgaire d'emmerder, parce que c'était vraiment un peu trop, c'est vraiment gênant. Non, mais sauf que c'est compliqué quand même d'en parler sans donner le mot. Ils ont mis l'équivalent de casser les pieds, et ensuite, entre parenthèses, entre guillemets, emmerder, parce que n'importe quel Italien peut comprendre ce que ça signifie, parce que l'expression italienne est très similaire à celle-là. Est-ce que vous trouvez que les Français disent plus de gros mots que les autres? Oui, non. Enfin, je sais pas trop. Disons qu'il y a quelque chose d'assez drôle que j'ai remarqué depuis que je suis en France, ça fait presque 20 ans. Quand on est en voiture, parce que les Français ne sont pas sympas sur la route, désolé, surtout à Paris. Et donc, on est dans la voiture et quelqu'un te coupe la route. Ben, un Français va baisser la vitre et il va dire « Bonjour monsieur, vous êtes un salopard, au revoir ». Mais il va toujours dire bonjour et au revoir. Le Français reste poli. Donc, il reste poli, toujours. Et il est donc, comme ça, il est irréprochable. Birgit? Oui, je pense qu'ils utilisent plus de gros mots que, par exemple, les Allemands. J'ai l'impression parfois qu'il faut toujours ajouter un cul. Par exemple, avoir du cul. En allemand, on dit plutôt avoir du cochon. Ou avoir le cul entre les deux chaises. Oui. Tout simplement être assis entre les deux chaises. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de... Et toujours autour du même... Oui, un peu, voilà, du même genre, un petit peu. Alors, les Espagnols disent quand même beaucoup des gros mots, avec une différence par rapport aux Français, c'est que nous, quand on baise la vitre, on ne dit pas bonjour et au revoir. Oui. Donc, on dit directement le gros mot. Mais je pense que dans les langages de tous les jours, celui populaire, entre guillemets, et on dit quand même beaucoup des gros mots, et je pense que c'est peut-être plus que ceux qui disent le français. L'italien aussi, il dit des gros mots. Oui, à longueur de journée aussi, c'est dommage parce que nous avons des langues richissimes et donc il y a tellement de synonymes aussi pour les grands mots que c'est dommage de répéter toujours les mêmes gros mots. Oui, mais ça ne fait pas le même effet quand on dit vous m'embêtez ou vous m'emmerdez, par exemple. Moi, par exemple, j'ai découvert cette expression il y a un peu très efficace qui est quelle crapule de grande envergure. Ça marche très bien, c'est efficace et personne ne le dit. Et donc je pense que on a plein de richesses et de diversité. Dans la langue. On devrait en inventer. Oui, inventer des insultes, mais 1000 milliards de mille sabords, tonnerre de Brest. Et alors justement, tiens, votre gros mot français préféré, c'est quoi? Oh là, sapristi. Attends, je réfléchis. Sapristi pour Paolo. Juan José. Ah, je peux pas le dire. Ah ouais? Birgit. Je sais pas, je crois que c'est même pas un gros mot. Je trouve ça assez mignon de dire flûte. Flûte. Ah oui, non, c'est pas du tout un gros mot. Et mais c'est à la place de. Oui. Ouais, je suis tellement habituée avec les enfants de ne pas dire des gros mots. Ça perd l'hypopète. C'est mignon, je trouve. Bon, et Juan José, le vôtre, il commence comment? Comment? Parpé. Parpé. D'accord. Bon, on va rester là. 19h29 sur RTL. Dans un tout petit instant, on va parler du pass vaccinal. N'y a-t-il qu'en France que cette question suscite autant de débats? Vous nous direz ça. À tout de suite sur RTL. RTL. Sie erfinden Frankreich neu. Ils refont la France. With Amandine Bego. Amandine Bego. Good evening. Ils refont la France sur RTL. Deuxième partie d'Ils refont la France et avec nous ce soir toujours Louise Eklund, Birgit Holzer, Paolo Levi et Juan José Dorado. Die Polemik der Woche. La polémique de la semaine. Et la polémique cette semaine, c'est bien sûr ce débat autour du pass vaccinal. Il y a une république du QR code, c'est juste absolument insupportable. Vous nous faites rentrer dans une société non seulement du contrôle généralisé, mais où vous proposez aux Français de se contrôler entre eux. Vous êtes des apprentis sorciers. Le choix du gouvernement, c'est le tout vaccinal. Ils l'ont dit et ils l'ont répété. Le vaccin, que le vaccin et uniquement le vaccin. Non, on est aujourd'hui en pleine absurdie. Ce n'est pas le meilleur chemin pour convaincre tous les Français de se faire vacciner. Le plus efficace, c'est d'aller à la rencontre de chaque personne qui n'a pas encore fait son vaccin. Alors, le projet de loi a finalement été adopté à l'Assemblée nationale très tôt hier matin, aux alentours de 5h45. Est-ce que ça vous a choqué, ces passes d'armes à l'Assemblée, Juan José? Alors, ce qui m'a choqué, c'est déjà que les députés français travaillent le soir, puisqu'en Espagne, les députés espagnols ne travaillent pas le soir. Ça s'arrête à 18, 19, 20 heures. Et puis, tout le monde rentre dîner tranquillement. On n'a pas des séances de nuit. Donc ça, c'est la première des choses. Même pour un texte en urgence? Non.
Quoi qu'il Donc, arrive, ok. Il y a 4 séances par semaine, et a priori, ça doit être assez pour passer les différents tests. Donc, ça me choque parce que ça se passe toujours la nuit. Parce que, exceptionnellement, il y avait beaucoup de monde, mais ce n'est pas le cas systématiquement. Et après, parce qu'effectivement, en Espagne, il n'y a pas de passe vaccinal, il y a le passe sanitaire qui existe, mais qui, en même temps, n'a pas été décidé par le gouvernement, mais qui a été délégué aux gouvernements régionaux qui décident s'ils le demandent ou pas dans chaque région espagnole. Donc vous voyez, il y a beaucoup de différences entre ce qui fait en France, très centralisé, et ce qui fait l'Espagne, extrêmement décentralisé. Et c'est une force, ça, de décentraliser ces questions-là ? C'est une force, pas tout le temps, mais là c'est une force, parce que vous allez expliquer au plus près de votre population pourquoi le pass sanitaire, dans ce cas précis, est demandé. Sachant que sur le 17 gouvernements autonomes qui comptent l'Espagne, 13 le demandent et les 4 autres ne le demandent pas. Mais parmi ces 13-là, il y en a qui le demandent pour rentrer dans le restaurant, d'autres pour rentrer dans des stades de foot ou pas du tout. D'autres limitent l'entrée pour les personnes. C'est adapté et à l'épidémie et à la vie des gens. Systématiquement. Et donc ça, c'est un avantage quand on a décentralisé, parce qu'on peut expliquer et les gens sont capables de comprendre pourquoi ici ça se passe comme ça et pas ailleurs. En Allemagne, Birgit, ces passes d'armes comme ça, ça suscite autant de débats, le pass vaccinal. Vous l'avez chez vous ? Oui, en fait, c'est assez compliqué de parler de la situation en Allemagne parce qu'effectivement, c'est aussi un pays fédéral et c'était toujours compliqué de se mettre d'accord sur des règles communes pour vraiment tout le pays. Après, effectivement, je pense que le pass ou le fait d'inciter les gens à être vaccinés fait moins débat quand même. Je pense qu'il y a la classe politique, elle est plus unie ? Je pense qu'il y a surtout l'extrême droite qui conteste effectivement le fait d'essayer de sortir de cette crise grâce au vaccin. Mais ce qu'on vient d'entendre, ou même voir dans les rangs des républicains une ligne vraiment pas claire, ça je vois pas en Allemagne et c'est très étonnant, je trouve. Paolo, l'Italie a adopté cette semaine la vaccination obligatoire pour les plus de 50 ans. C'est passé comme une lettre à la poste. Comme une lettre à la poste. Écoutez, l'Italie a été touchée, frappée très très durement en 2020 par le Covid. Ça a été une vraie hécatombe. Et aujourd'hui, la nation fait vraiment bloc face à cette nouvelle forme de guerre, parce qu'il faut utiliser les mots. C'est une guerre sanitaire, mais c'est toujours une guerre. Et donc, il y a 2 jours, le gouvernement, qui est le fruit d'une coalition très hétéroclite, donc qui passe de l'extrême droite de Matteo Salvini, qui est l'équivalent plus ou moins de Marine Le Pen, jusqu'à la gauche et aux centristes, tous à l'unanimité ont voté le vaccin obligatoire pour les 50 ans et plus. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça ici aussi en France ? Alors, moi je vois tout d'abord une raison fondamentale, c'est-à-dire que l'Italie n'est pas en campagne électorale, et là il y a une campagne présidentielle qui va se jouer en quelques semaines. Mais le problème, c'est que, et l'appel qu'on pourrait faire à la France et aux Français, c'est OK, on comprend l'esprit critique, on comprend la politique politicienne, l'esprit français de toujours râler, etc. Mais il y a aujourd'hui une nécessité supérieure qui nous dépasse tous, c'est de vaincre ce virus. Et donc, l'espoir, c'est de voir, je sais que c'est peut-être une utopie, mais c'est de voir Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, tous, main dans la main, pour une fois, ne pas faire de la politique politicienne, mais sur ce thème spécifique de la guerre sanitaire, du virus, voilà, faire bloc en France et dans le reste de l'Europe, sinon on s'en sortira jamais. Le jour où on pourra retourner à faire de la politique politicienne, ça sera un jour extraordinaire. On va tous trinquer avec du champagne parce que ça voudra dire que cette guerre sanitaire est derrière nous. Et je suis d'accord avec Paolo. En revanche, c'est une trop belle opportunité pour des politiciens en ce moment de ne pas s'attaquer. Même si, dans le fond, ils peuvent être d'accord, ils vont quand même utiliser cette arme pour attaquer et être les uns contre les autres. Donc c'est ça qui est assez particulier. C'est vous non plus en Grande-Bretagne, il n'y a pas de débat, pas de polémique. Pourtant, Boris Johnson, il a été très accusé de
pas avoir assez fait de choses. Ah bah oui, au début c'était une catastrophe. Enfin, il était ouvert, enfin tout était ouvert. On va laisser the herd immunity prendre place, etc. Et en fait, il a fait marche arrière très rapidement. Aujourd'hui, il y a un Covid Passport, ça s'appelle. Et c'est en place depuis le 15 décembre seulement. Donc il faut deux doses pour pouvoir entrer dans des boîtes de nuit qui sont pour la plupart fermées et dans des salles de spectacle à plus de 500 personnes. Donc pour aller au resto, pour aller au ciné, s'il n'y a pas plus de 500 personnes, c'est possible. Donc ça reste en place. Au même temps, Boris Johnson, il dit qu'il veut que ça reste, le vaccin, ça reste voluntary. Donc c'est vous qui choisissez si vous faites vacciner. Mais pour être clair, les Anglais sont quand même pour la plupart pro-vaccin. Il n'y a pas tellement de manifestations d'opposition. Il y a des manifestations. Il s'est déclaré un peu comme Macron d'ailleurs dans un centre de vaccination il y a 2 jours. Et Boris Johnson, il disait, je l'ai noté en fait, je veux dire aux militants anti-vaccination, aux personnes qui mettent ce charabia sur les réseaux sociaux, qu'ils ont complètement tort. Donc il n'utilise pas les mêmes mots, les mêmes mots que Macron, mais il dit en gros, si vous mettez des conneries sur Internet, arrêtez quoi. Juan José ? En Espagne, tout a été décentralisé, mais il y a quand même un débat, une bataille politique qui fait rage depuis l'année dernière. Parce que forcément, parmi les 17 gouvernements autonomes, il y a des droites et des gauches. Et donc, du côté de Madrid, où il y a le gouvernement central, le gouvernement régional est un gouvernement de droite. Et donc, la présidente de la communauté de Madrid est très fortement critiquée par le gouvernement central. Donc, il y a peut-être l'Allemagne qui fait vraiment différence par rapport aux autres pays européens. Après, l'Allemagne a un nouveau gouvernement. Voilà, un nouveau gouvernement, mais qui est récent, et donc il y a une bataille énorme. Aussi Oui, c'est plus difficile en fait de critiquer ce qu'a fait ou de refaire ce qu'on a critiqué avant, ou de critiquer ce qu'on a fait avant. Donc effectivement, je pense que là il y a un consensus, mais le consensus n'est pas forcément dans les détails. Donc on vient de décider effectivement aujourd'hui que dans tout le pays, pour aller au resto ou aller dans un théâtre, mais surtout la gastronomie, il faut soit avoir la 3e dose, soit un test d'aujourd'hui. Alors, il y a le débat qui a fait rage à l'Assemblée nationale et qui reprendra d'ailleurs lundi au Sénat. On verra ce que ça va donner. L'objectif, on le rappelle, du gouvernement, c'est une entrée en vigueur le 15 janvier. Et puis, il y a aussi cette colère qui monte dans les écoles. On a appris aujourd'hui qu'il y avait 2 syndicats qui annonçaient une grève pour jeudi. On a vu des parents d'élèves qui ont manifesté aujourd'hui. Vous le comprenez, vous, ce protocole sanitaire à l'école ici en France ? On est les pires élèves de l'Europe ou Juan José ? Je ne sais pas si vous êtes le pire, mais c'est incompréhensible parce qu'on l'annonce dimanche pour lundi via voie presse et puis on le change une semaine et quelques jours après. Donc effectivement, c'est incompréhensible. Vous savez, en Espagne, encore la décentralisation. Donc c'est chaque gouvernement autonome qui décide des protocoles à suivre dans les écoles. Alors, c'est vous, la rentrée n'a pas eu lieu. Encore, c'est lundi. Voilà, nous, c'est lundi, puisque on va parler de l'épiphanie. C'est jour férié en Espagne, l'épiphanie, le 6. Donc, les enfants vont rentrer à l'école le 10. Tous les gouvernements, peu importe la couleur, sont pour que les écoles, le cours commence et que les écoles ne ferment pas leurs portes. Après, c'est chaque région qui décide à quel moment les enfants, par exemple, on peut fermer ou pas des classes. C'est au gouvernement autonome de déterminer les conditions. Mais les parents s'y retrouvent ou pas ? Les parents s'y retrouvent parce qu'ils sont dans une région, ils sont tous à la même enseigne, donc la Messure et les communes. Mais c'est vrai que c'est encore une fois la décentralisation qui prime et surtout, les écoles doivent rester ouvertes. C'est le mot d'ordre aujourd'hui. Birgit, en Allemagne, on teste, et ça depuis des mois et des mois. Voilà. Ça se passe à l'école. Voilà, pas comme chez nous, il faut se tester chez soi. Effectivement, je crois 3 fois, en tout cas je parle là de la Bavière, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est vraiment organisé différemment dans chaque land. Mais effectivement, 3 fois par semaine, un test de tous les élèves, le matin, fait par l'enseignant. Voilà. Et en fait, c'est un test qui s'appelle test pool. Donc, c'est tout le monde qui crache. Voilà. C'est pas très propre, mais c'est comme ça, qui crache dans le même endroit. Voilà. Et après, s'il y a effectivement un qui est positif, il faut encore refaire des tests. Et c'est la grande angoisse de toutes les familles, de tous les parents. Est-ce que c'est mon enfant qui est positif ? Louise, vous qui avez un enfant scolarisé ici en France, vous vous y retrouvez dans le protocole français ? Moi, je trouve ça super compliqué. On nous dit, s'il y a un enfant qui est cas contact, ou positif dans la classe le matin, il faut venir les chercher direct.
On peut faire un test et puis si on a fait le test à temps, ils peuvent rentrer à l'école le midi pendant la pause déjeuner. Si c'est à la fin de la journée, si je comprends bien, le lendemain, et c'est après il faut les retester à la maison, J+2, J+4. Ouais, c'est compliqué. Il y a qu'en France qu'on invente des trucs comme ça. Je ne vois pas ça durer. Disons que dans 2 semaines, c'est fini pour moi. Je ne sais pas si on peut tenir ça. Paolo, il n'y a qu'en France qu'on imagine des choses pareilles. Mais non, écoutez, ce virus, c'est pas la France qui est compliquée, c'est ce virus qui nous met tous dans des situations très compliquées face à des vrais casse-têtes, les régions, les États, les gouvernements, etc. Et donc, parfois, ça devient un petit peu kafkien, abracadabra. Mais une chose positive, je dois dire, c'est que la France a été assez exemplaire depuis le début de la pandémie, parce que elle a donné vraiment, là, l'exemple en Europe, et ça a été un des pays qui a le plus garantit la continuité scolaire et la présence c'est l'un des pays où les écoles sont restées ouvertes à l'école. Alors qu'en Italie, ils ont quasiment perdu 2 ans d'école avec des conséquences psychologiques qu'on ne connaît pas encore, mais très très lourdes pour notre jeunesse. En Angleterre, c'est pareil. J'ai croisé ma prof de danse quand j'étais là à Noël, qui m'a dit on appelle les enfants Covid. Déjà. C'est-à-dire qu'ils ont du retard. Ils ont 1 an de retard pour elles dans les cours. Donc c'est cata. Juste un petit mot, c'est qu'en Espagne, c'est le pays européen qui a le moins fermé des classes l'année dernière. Juste derrière, il y avait la France. Mais nous, on a fermé moins des jours d'école à nos enfants. Mais le premier confinement, c'est dans la France. Mais il y a quand même une différence importante. C'est que cette année, l'Espagne aujourd'hui, entre 5 et 11 ans, il y a 32% des enfants qui sont vaccinés. 32%. Ici, c'est un tout petit peu plus d'1%. Voilà. 1% des enfants de 5-11 ans en France sont vaccinés. La vaccination est ouverte depuis le 22 décembre. Tous les enfants des 5 à 11 ans seront vaccinés début février. Ils seront tous vaccinés. Et parmi les enfants des 12 à 19 ans, donc parmi les lycéens, collège et lycée, il y a 90% des enfants qui sont déjà vaccinés. Déjà 90%. Et donc, comment vous expliquez ? Vous êtes l'un des pays qui a le plus vacciné. C'est quoi la recette ? La recette, c'est qu'on n'a pas changé des méthodes depuis le début. On a tout de suite ouvert les vaccinodromes dont on ne voulait pas du tout en France. Et mi-août, fin août, on avait déjà les enfants des 12 ans qui étaient en train d'être vaccinés avant d'aller à l'école, de commencer les cours le 10 septembre. Donc l'Espagne a continué vraiment à ce rythme-là depuis le début. Et donc voilà, on se retrouve avec 90% des enfants des 12-19 ans qui sont aujourd'hui vaccinés et 32 parmi les 5-11 ans. Les parents français qui ont des petits, entre 5 et 11 ans, quand on les entend, ils sont réticents, ils ont peur quand même. Pourquoi en Espagne ils n'ont pas peur ? C'est quand même de l'autre côté de la frontière. Oui, mais écoutez, ça doit être sociologique. C'est difficile à expliquer. Certains sociologues disaient qu'il y avait, entre guillemets, des réminiscences de l'époque de la variole et de la grippe espagnole. Et donc nos grands-parents qui ont vécu, notamment ceux qui étaient dans la première moitié du XXe siècle, ont connu la grippe espagnole. Donc il y a quand même dans la société cette envie de se vacciner face à un virus comme celui-là. Et de toute façon, les Espagnols n'ont jamais été anti-vaccins. Et ça se voit donc aujourd'hui avec des pourcentages effectivement qui sont très développés par rapport aux autres pays. Allez, on va marquer une toute petite pause et changer complètement de sujet. Dans un instant, Anéantir, le nouveau livre de Michel Houellebecq est un événement ici en France, mais aussi dans le monde entier. Vous nous direz comment ça se passe chez vous. On parlera aussi galette des rois, bien sûr. Viens pour la galette, la grosse galette. Viens pour la galette. À tout de suite sur RTL. Loro rifanno la Francia. Ils refont la France con Amandine Bégaud. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. Troisième partie d'Ils refont la France avec nous toujours ce soir. Louise Eklund, Birgit Holzer, Paolo Levi et Juan José Torrado. The man of the week. L'homme de la semaine. Et notre homme cette semaine, c'est donc Michel Houellebecq qui sort aujourd'hui son dernier livre, Anéantir. C'est un événement aussi chez vous, Birgit, en Allemagne. Oui, Houellebecq est une superstar en Allemagne. Superstar ? Oui, il est très très populaire. En Italie aussi ? Paolo ? Star planétaire, vraiment. Le livre est sorti le même jour qu'en France et c'est vraiment une superstar. Il incarne le vrai intellectuel français dans l'imaginaire collectif des Italiens. C'est un mythe absolu. Parfois un mythe de pessimisme, mais il incarne... Vous savez, Jean Cocteau disait que les Français sont des Italiens qui se sont réveillés de mauvaise humeur. Et Houellebecq, il incarne... C'est une très jolie forme, mais je ne la connaissais pas. Oui, Houellebecq, il incarne parfaitement
cette devise. 300 000 exemplaires pour anéantir ici en France, 130 000 exemplaires en Allemagne et 50 000 pour l'instant en Italie. Et effectivement, c'est les 3 pays européens où il vend le plus. En 2015, Soumission s'était retrouvé en tête des ventes, donc dans les 3 pays européens en même temps, France, Italie, Allemagne. Ça ne s'était jamais produit. En Espagne, Houellebecq, on le connaît ? Donc, la population générale, beaucoup moins qu'en Italie. Ouais. C'est clair. J'ai demandé à quelques amis hier après-midi et ce matin s'ils connaissaient Houellebecq et ils ne connaissaient pas spécialement Houellebecq. Alors, parmi les journalistes, la classe intellectuelle, oui, tout le monde connaît Houellebecq. D'ailleurs, vous avez raison, lors de la publication des soumissions, il a vendu autour des 50 000 exemplaires. En Espagne. En Espagne. C'est pas rien non plus. Oui, non, c'est pas rien, mais c'est pas non plus celui qui vend le plus. Hein. Et même s'il a écrit un livre qui s'appelle Lanzarote sur une île espagnole, et même s'il s'est installé à un moment donné en Espagne, à Almeria, pour écrire aussi l'un de ses romans. Donc, mais au-delà de ça, Houellebecq n'est pas du tout le grand écrivain que tout le monde connaît en Italie ou que tout le monde connaît en France. Encore une fois, nous, on les connaît, on l'a lu, mais ce n'est pas le cas général de tous les Espagnols. Et Louise, en Angleterre ? Je pense qu'il est trop français pour être aimé par les Britanniques. Non, mais ce que je veux dire par ça, c'est qu'il est trop cynique, c'est assez dark, c'est pessimiste, il peint un portrait assez dur de la société. C'est le râleur français ? Ouais, c'est un peu le râleur français. C'est comme ça que les Anglais le voient. Il est admiré, je pense. Adoré par certains, classe populaire non, mais intellectuelle oui. Moi j'avais lu un article qui disait il est fâché. Il est petit, il est fâché, il est étonné par ce qu'il voit tous les jours et qu'il est extrêmement cynique. C'est ça qui ressort quand je cherche des articles. Et normalement, la date de sortie en Grande-Bretagne n'est pas aujourd'hui, donc du coup, il n'y a pas d'articles qui sont sortis. Il y en a un seul dans The Guardian et c'est un journal de gauche un peu plus, assez intellectuel, on va dire. Vous savez ce qu'il disait en septembre 2001 ? Je ne sais pas si c'est une bonne chose de choquer. En tout cas, c'est une source d'emmerdement. On y revient. On y revient. Écoutez, le râleur peut être parfois même un peu prophétique. Si vous pensez que son livre Soumission était sorti le même jour, et aujourd'hui, malheureusement, on se souvient tous de ce 7 janvier d'il y a 7 ans, et c'était sorti exactement le même jour des attentats à Charlie Hebdo. Même dans l'avant-dernier livre, il avait prophétisé quelque part le mouvement des gilets jaunes avec des agriculteurs qui protestaient dans les ronds-points. Donc ce rôle d'intellectuel râleur prophétique, franchement, moi je suis preneur. Vive la France et vive la France d'Houellebecq. Après, il a une vision par rapport à moi. Cette vision pessimiste presque m'amuse, parce que je veux dire, à quoi bon d'être si pessimiste quand on a la chance d'être né dans un pays comme la France, dans une période, somme toute, mis à part le Covid, de paix et de prospérité. Chaque jour, on devrait ouvrir des bouteilles de champagne et trinquer à la chance qu'on a eue. Et lui, non, malgré cette chance-là, il est quand même dans cette vision terne, pessimiste, mais il me fait sympathie. C'est une figure. C'est le râleur attachant, c'est le provocateur attachant, et ça s'inscrit totalement dans l'ADN de la France. Et c'est comme la Tour Eiffel. Il n'y a pas de France sans un intellectuel râleur. Pardon, mais c'est comme ça. Bon, à propos de livres, est-ce que vous savez quel est celui qui s'est le plus vendu en France en 2021 ? Le classement est sorti tout à l'heure. Vous savez ? Indice. Astérix. Astérix et le Griffon, 1,2 million d'exemplaires. Numéro 2, Guillaume Musso. 3, le Goncourt 2021. Et le livre d'Éric Zemmour, dont on a beaucoup parlé ici aussi. C'est lui vendu à 238 000 exemplaires. Il est 5e dans ce classement. L'autre personnage de la semaine, bien sûr, c'est la galette des rois. 9 Français sur 10 en mangent au moins une fois en janvier. Et alors, si j'en crois le site Planétoscope, il s'en vend environ une par seconde, soit 30 à 32 millions de galettes commercialisées chaque année ici en France. C'est français, ça existe chez vous, Birgit? Vous avez galette des rois? À mon grand regret, non, pas du tout. Mais est-ce que vous aimez ça? Oui, mais on mange tellement de gâteaux pendant la période de Noël, même pendant toute la période de décembre, que je pense qu'en janvier, c'est plutôt régime. Juan José en Espagne. Alors, ça existe en Espagne, ça s'appelle El Roscón de Reyes. Alors, ce n'est pas français, puisque les origines apparemment sont romains, donc il faut aller vers l'Ibérie
l'Italie pour retrouver ses origines. Mais c'est vrai que les Espagnols, disons, l'ont adopté à partir de cette histoire de la galette de roi française. Et alors ça ressemble à quoi? Avec Louis XV. Alors, la galette, le roscón de Reyes espagnol, il est déjà tout rond, avec un trou au milieu. Mais c'est un peu la brioche ou... Non, ce n'est pas de la brioche, mais il y a de la farine de blé, il y a quand même pas mal d'ingrédients. Mais déjà, c'est tout rond, avec un trou au milieu. Et puis, on met des fruits confits, souvent. Du sucre glacé aussi. Et on le mange le 5 et le 6. Le 5, c'est en attendant l'arrivée des rois mages. Oui, les rois mages qui apportent les cadeaux en Espagne. Qui apportent les cadeaux en Espagne. Et donc, le 5 et le 6, on mange le roscón de Reyes. Paolo, je vous voyais réagir. Il n'y a pas de galette en Italie? Non, en Italie, il n'y a pas de galette, mais la description de Juan de la galette espagnole me rappelait beaucoup ce qu'on appelle dans le sud de la France le royaume, parce qu'en France, il y a deux galettes. Il y a celle du frangipane et le gâteau des rois qui est la dans brioche. Le nord, et le gâteau des rois qui est plutôt dans le sud, vers le Languedoc, Roussillon, l'Occitanie. D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est la région plus proche de l'Espagne. Donc, il y a eu probablement des passages, et tout cela, ça façonne vraiment notre Europe. C'est magnifique, ces passages de tradition, de culture qui passent les frontières à travers le temps. Et nous, on n'a pas de galette des rois, malgré cet ancrage de l'Antiquité romaine, mais on a une tradition très, très, très importante auquel surtout les enfants tiennent beaucoup, c'est la chaussette de la Befana. C'est-à-dire que dans la nuit, entre le 5 et le 6 janvier, pour fêter les rois mages, tous les enfants trouvent en face de la cheminée de chez eux une chaussette avec plein de sucreries, de gâteaux, de petits cadeaux, et même du charbon, s'ils ont été méchants. Ça, c'est quand on n'a pas été sage. Voilà. Louise, il y a une galette en Angleterre. Une galette, ça s'appelle le gâteau des 12 nuits, de 12th Night Cake. Et c'est un peu comme la brioche dans le sud de la France, en fait, avec des fruits confits, pareil, avec des sucres glacés dessus, en forme de couronne. Mais on n'a pas on se cache pas sous la table. Enfin, on n'a pas tout ça. Il y a une fève, mais c'est une vraie fève, un haricot, quoi, et un petit pois. Et donc, en fait, ça symbolise le roi et la reine, pareil. Donc, si je trouve la fève, je peux l'offrir au roi, enfin, désigner le roi, et le petit pois, la reine. Et la galette française, c'est la frangipane. Vous l'aimez, vous, autour de la table? Oh, j'adore. Oui. Birgit? Ah oui. Je préfère le roscón. Sincèrement, je vous le dis comme ça. Mais c'est vrai. Et Paolo, frangipane? J'adore les deux. Celle du sud et le frangipane. Même si parfois il faut faire attention aux dents, parce que quand tu chopes la fève, t'as intérêt à avoir un ami dentiste. Moi, je suis au régime, par contre. Là, c'est fini. Là. Non. Noël, on a trop mangé. C'est pas possible. Tiens, justement, on va parler. Ça, c'est pour vous, Louise. Parce que vous l'adorez, cette chanson. J'adore. Mais qui chante ça? Dis donc. Je sais pas, c'est une chanson. Mais non, c'est une chanson pour enfants. Et en fait, il faut taper des mains. Regardez. Creux de ma main, pour toi. Ah ouais. Jolie Madeleine, tu seras ma reine. Voilà. Bon, toute petite pause. On va continuer à parler nourriture dans un instant. Étonnant moyen, vous allez voir, d'allier junk food et diététique. C'est possible. Non. Si. Non. L'idée qu'on pourrait leur piquer dans un instant. À tout de suite sur RTL. Die gentænker Frankrig. Ils refont la France sur RTL. Med Amandine Bégaud. Amandine Bégaud. Good evening. Ils refont la France sur RTL. 19h55 sur RTL. Suite d'Ils refont la France. Et comme chaque semaine, Arthur Asquin nous a rejoint. Bonsoir Arthur. Bonsoir Amandine. L'idée qu'on pourrait leur piquer. Chaque semaine, Arthur, vous nous présentez donc 2 idées, 2 initiatives trouvées à l'étranger qu'on pourrait ou pas, on précise d'ailleurs, décliner ici en France. On va commencer avec donc un peu de sport chez McDo. Ouais, certains diront que c'est joindre l'utile à l'agréable. C'est en tout cas la volonté de McDo en Chine. L'enseigne fast-food a installé des vélos d'appartement dans certains de ses restaurants. Donc les clients pédalent tout en se gavant de Big Mac, de nuggets ou alors de Coca. Ça doit être gras sur les guidons. Il y a une petite tablette au-dessus, mais bon, ça, à mon avis, le guidon est gras. Enfin bref, ça permet de recharger en fait de manière écolo leur téléphone. On a déjà vu ça ailleurs. Mais McDo espère ainsi sensibiliser ses clients chinois à des modes de consommation plus verts. Ils pédalent et en même temps ils rechargent leur téléphone et ils mangent leur hamburger. J'ai vu une vidéo d'une jeune femme qui pédale tout en mangeant son burger. Tout va bien. On prend maintenant l'avion pour le Japon. Oui, et si votre plus grande angoisse c'est d'être coincé à côté d'un enfant en bas âge qui pleure pendant tout le vol, la compagnie Japan Airlines pense à vous. Elle propose une nouvelle
nouvelle option de réservation. Au moment de choisir votre siège sur Internet, les places occupées par un enfant de moins de 2 ans sont signalées avec une petite tête de bébé. Non. Si. Bon, le système a ses limites. Ça ne fonctionne que si l'on réserve sur le site de la compagnie. Et s'il y a des places encore libres à côté de vous après, rien n'empêche une famille avec un enfant de les prendre. Et surtout, passé 2 ans et 1 jour, la place occupée par un enfant n'est plus signalée. Ouais, souvent, après 2 ans, c'est là qu'ils sont le moins sages. Mais bon. Vous choisissez quelle idée? Les avions qui vous laissent choisir les places sans enfants ou le vélo en mangeant un hamburger, Louise? Bon, le vélo, c'est une idée de génie. De génie? Non. Mais c'est dingue. Tu gagnes, tu perds, tu gagnes. C'est génial. Paolo, il est dépité. Il se dit, mais dans quel monde je suis? Non, l'idée chinoise est affligeante. Franchement, c'est l'inverse de tout ce qu'on a appris ici en Europe, d'art de vivre, de plaisir de la bonne. Du moment, c'est sacré quand on mange, on ne peut pas faire mais même un McDo? En revanche, l'idée des Japonais... Ah, ça vous plaît, ça? Oui. Oh, Birgit. Parfois, on parle de greenwashing. Là, j'ai l'impression qu'on parle de sportwashing. Donc, c'est pour la bonne conscience, en fait. Pas de rosé? Alors, s'il y a déjà des voitures, des trains où il n'y a pas d'enfants, quand on achète, ça existe dans certains endroits. Déjà, je garderai l'idée japonaise, sachant que de toute façon, ça ne marche pas. Je vous l'explique. J'avais mon enfant, j'ai voyagé en avion avec lui. Il avait 1 an. Et il n'a pas arrêté de râler et de pleurer tout au long des 2 heures entre Paris et Séville. Et les gens, même très loin dans l'avion, à la queue de l'avion, on avait vraiment marre. Personne nous a salué quand on est sorti de l'avion. Donc, je garde l'idée japonaise, sachant que de toute façon, ça ne marchera pas. Mais ça nous est tous arrivé d'avoir des enfants qui pleurent ou qui crient dans un train ou un avion. On peut rien faire. En voyageant à Noël, tout le monde m'a regardé parce que j'ai un bébé de 4 mois. On rentre dans l'avion, tout le monde est là, genre, oh mince. Et en fait, il a rien dit. Il était parfait, ce bébé. J'espère que tout le monde vous a dit, il est trop mignon. Oui. Ah bon. Mais les enfants français sont exemplaires dans les avions par rapport aux Italiens, c'est des anges. C'est vrai. C'est après qu'ils deviennent plus compliqués. Oui. Bon, un grand merci à tous les 4. On a une nouvelle fois passé un excellent moment avec vous. Ils refont la France revient bien sûr vendredi prochain, même heure, 19h15. Dans un instant sur RTL, c'est RTL Foot, juste avant l'essentiel de l'actualité avec Aude Vernuccio. Très belle soirée à tous.